Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Culture Physique. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Marc Canet. Bonjour. Bonjour Étienne. Vous êtes physicien au commissariat à l'énergie atomique et nous allons disposer de 4 émissions pour discuter de l'énergie, de la crise énergétique dont tout le monde parle, plus spécifiquement du problème de la fusion nucléaire, ce grand programme dans lequel vous êtes vous-même investi, et peut-être aussi, si on a le temps, de la façon dont vous voyez les relations entre la science, la technique, et puis la société contemporaine. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire, pour qu'on fasse un peu mieux connaissance, d'où vous est venue cette passion pour la science? Est-ce que c'est votre milieu familial, vos études, une rencontre qui a déterminé votre choix? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, milieu familial, sans doute pas. Mon père était douanier, et ma mère, femme au foyer. Donc, il n'y a pas de tradition du tout scientifique dans ma famille et tous les deux sont d'origine très modeste. Donc, il n'y a pas dans notre famille de tradition scientifique. C'est plutôt une curiosité pour le monde. Enfin, je crois que dès le début, j'étais très curieux de comprendre comment le monde fonctionnait, mais peut-être d'abord sur un mode littéraire. Je pense que d'abord, je me suis passionné pour la littérature, pour Jules Verne en particulier. Je crois que peut-être une des origines de mon amour des sciences, c'est Jules Verne, L'île mystérieuse en particulier, avec cette espèce de prise de pouvoir par un ingénieur qui arrive à reconstituer sur une île une espèce de nouvelle société à partir de la technique. Avec ce côté fascinant et puis ce côté aussi un peu angoissant où finalement on recrée le même monde alors qu'on aurait pu peut-être recréer autre chose. Mais l'histoire se termine très mal. Oui, elle se termine mal. Mais il y a ce côté de l'île, et finalement cette île aussi, la même île, Robinson Crusoe est aussi quelque chose, cette histoire d'île. Là aussi, cette espèce de recréation du même monde, toujours à partir de l'île, alors qu'on aurait pu penser là aussi à autre chose. Et j'aime bien dans la version de Tournier, finalement, Vendredi ou l'Inde du Pacifique, ou alors là, il y a quelque part une prise de pouvoir, disons, d'un sauvage, entre guillemets, qui va en fait convertir Robinson Crusoe, qui est un bon puritain, à la vie sauvage. Et il y a peut-être une autre. Mais cette connexion entre curiosité et science, elle n'est pas biunivoque. Il y a des scientifiques pas curieux et il y a des curieux qui ne deviennent pas scientifiques. Tout à fait. Donc il y a dû y avoir à un moment une bifurcation vous a permis de sortir d'une quête purement littéraire, Oui. de compréhension du monde. Je crois que c'est le côté de la science qui permet d'agir sur le monde. Parce qu'en parallèle à cette curiosité, il y avait aussi un engagement, peut-être, j'étais scout, donc il y avait ce côté disons, de prise en compte d'un monde très tôt, de monde, de l'ensemble du monde. Et ce qui m'intéressait en la science, finalement, c'est sa capacité à éventuellement résoudre des problèmes que pouvait affronter le tiers-monde, en particulier le problème énergétique. J'avais en 73 19 ans. 73, c'est la crise du pétrole, la première. Et j'ai vu s'arrêter un monde. Il n'y avait plus d'essence, les voitures s'arrêtaient. Et ça a été pour moi la première prise de conscience que le monde dépendait de cette énergie. Et que par ailleurs, ça avait une très forte répercussion sur les relations internationales. C'est-à-dire d'un coup, on a vu la France devenir beaucoup plus orientée vers les pays producteurs de pétrole. Et à 19 ans, on est idéaliste et ça m'a un peu révolté. Et je me suis dit qu'il y avait dans l'énergie quelque chose qui était un enjeu fondamental et que cet enjeu-là, ça serait peut-être quelque chose dans lequel j'allais travailler. C'est ça. Donc la crise du pétrole vous a amené à l'énergie nucléaire. Oui, en France, c'était un peu naturel. Alors, pas directement du tout. J'étais par ailleurs un passionné de montagne, donc très sensible aussi, comme à cette époque-là. Je ne suis jamais que l'enfant de mon époque, très sensible aux aspects environnementaux. Et je faisais beaucoup de ski de randonnée en particulier. Et je me souviens quand j'étais étudiant à Grenoble, parce que j'ai fait mes études à Grenoble, on montait sur les sommets en ski de randonnée pour empêcher les hélicoptères qui venaient déposer des skieurs au sommet, les empêcher de venir là. Donc c'était dans mes combats aussi. Là. Voilà dans un combat. Non, au contraire. Voilà un combat salutaire. Oui, enfin c'était un peu puéril, mais bon, à l'époque on y croyait beaucoup. Et je crois, pourquoi le nucléaire? Non, je crois que ça n'a pas été spécialement nucléaire. Bon, j'étais à Grenoble, donc c'était le nucléaire. Il y avait aussi ce démarrage du programme français avec des contestations assez fortes. En particulier, la CFDT avait publié un livre à l'époque, et je voulais savoir ce que c'était. Enfin, parce que justement, c'était pas pour moi la première chose évidente. J'aurais d'abord pensé au solaire, etc.
Et donc, j'ai fait un stage en Algérie, hein, à la Sonelgaz, donc à l'équivalent EDF, GDF français. Et justement, dans cette problématique du tiers-monde et de l'énergie. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose qui assez rapidement cette connexion entre le tiers-monde et l'énergie. Ça a vraiment été le début. Je travaille aussi pas mal, je faisais de l'alphabétisation avec des travailleurs algériens en particulier à Grenoble. Et donc c'était cette connexion-là qui était importante pour moi. Et vous étiez étudiant dans une école d'ingénieur à Grenoble. À Grenoble. Voilà. Alors là aussi, pourquoi j'ai fait des classes préparatoires? Parce que ma vocation était sans doute peut-être d'être médecin. Là aussi, peut-être, ça aurait été... Mais c'était trop long, c'était peut-être... et j'ai voulu être rapidement indépendant, gagner ma vie rapidement. Voilà, donc j'ai choisi d'être ingénieur dans le domaine de l'énergie. Voilà, donc un peu l'orientation. Donc j'imagine que toutes ces activités scientifiques, mais aussi parallèles, alphabétisation, sport, intérêt pour les problèmes d'environnement, etc., ça vous a occupé pendant vos années d'études d'ingénieur, mais après... C'est surtout du ski de randonnée, oui. Surtout du ski de randonnée. Grenoble limite les choix. Oui. Et ensuite, vous avez fait... Alors après, je suis parti... donc j'avais choisi de faire la coopération. Oui. Et je pensais d'abord en Algérie, préparer ma coopération en Algérie. Et puis au dernier moment, j'avais aussi j'avais un peu une passion pour l'Amérique du Sud. Hein. J'étais en particulier parti pendant 3 mois et demi faire du stop. J'étais parti de Montréal et j'étais descendu jusqu'au sud du Yucatan uniquement en autostop. Et sans arrêt au contact avec les gens. Enfin, donc j'avais vécu un moment important et donc j'ai pu partir au Venezuela en fait. Et je suis parti en coopération pendant 3 ans au Venezuela. Donc ce qui s'appelait à l'époque la coopération. Et là, j'ai travaillé sur les problèmes d'énergie. Et dans le tiers-monde, bien sûr, l'énergie qui était évidente pour moi, c'était l'énergie solaire. Donc j'ai travaillé sur l'énergie solaire, en particulier le photovoltaïque, et puis l'énergie solaire utilisée par exemple pour chauffer l'eau là-bas, c'est pas toujours le problème, mais pour sécher les grains par exemple. Et donc j'ai beaucoup travaillé en particulier sur des balises photovoltaïques qui ont servi comme balises pour dans les îles des Caraïbes, Margarita, et puis aussi tout un réseau de détection de crues de l'Orénoque. Donc on installait des balises, etc. Et donc donc là-bas mon épouse m'a rejoint, ma fille est née là-bas, et donc j'aurais pu rester finalement, j'ai failli rester au Venezuela. C'était un pays fantastique, une espèce de capacité à agir qui est incroyable. Il y a du pétrole là-bas. Il y avait beaucoup de pétrole et donc beaucoup d'argent à l'époque, surtout c'était aux alentours des années 70, donc fin 70, début 80, donc il y a une montée du prix du pétrole important, donc beaucoup d'argent, et cette capacité fantastique de ces pays neufs où on peut faire des choses. Je veux dire, on a vraiment... on fait confiance. Quelque chose qu'on connaît mal dans notre vieille Europe. J'ai débarqué jeune ingénieur, on a créé très rapidement un laboratoire de recherche, ex nihilo. On a eu de l'argent, on a pu faire des manips, former des gens, on a créé un DEA. Et on a fait un DEA autogéré en plus, c'est quelque chose d'assez sympathique. Chacun prenait une partie du cours et l'enseignait aux autres. Et donc, à la suite de ces 3 années, j'ai beaucoup hésité à rentrer en France. Et puis, on est rentré en France. Et là, donc, je suis passé d'un statut on avait créé aussi une entreprise en parallèle, de chef d'entreprise à Petit Thésard, au fin fond d'un labo français. Et j'ai divisé mon salaire par 10 à ce moment-là. Ça a été un moment un peu difficile, ouais. Et donc, on s'est retrouvés à 3, à vivre dans une centre de CTU sur le campus. Voilà. Bon, mais j'avais envie de faire la recherche. C'est à ce moment-là que finalement... il y a eu cette création du labo, cette formation, ce DEA. Ça a été pour moi un moment où j'ai aimé ça. Enfin, c'est quelque chose, j'ai eu cet amour-là de la recherche. Et donc, j'ai fait ce choix de faire une thèse. Alors que j'étais déjà assez âgé, puisque j'ai fait 3 ans de coopération, mais je suis reparti à 0. Voilà. Et cette thèse portait sur quelle Alors, elle portait elle tournait autour de la centrale Thémis, de la centrale donc, qui était à l'époque en construction. Donc, il s'agissait dans les Pyrénées. Alors, c'était dans les années 80-84. Donc, c'était une centrale à tour, c'est-à-dire qu'on utilisait des miroirs et on focalisait donc la lumière du soleil sur une centrale à tour. Et je travaillais sur les surfaces qui devaient absorber donc cette lumière, fait qu'elle soit à la fois bonne captatrice de la lumière visible et puis qu'elles émettent peu dans l'infrarouge. Voilà, donc c'est des aciers oxydés, voilà. Et donc j'ai fait ma thèse à l'école centrale. Là, et donc ça a été un moment un peu difficile parce que j'étais père en même temps. Donc tous les jours à midi, j'allais chercher en vélo ma fille à l'école maternelle et puis je l'amenais manger au laboratoire. C'était voilà, donc c'était un moment d'étudiant. Visiblement, ça n'a pas laissé de souvenirs douloureux. Ah non, pas du tout, non. Mais ça n'a pas été facile, quoi. La vie n'a pas été toujours facile, mais avec beaucoup de bonheur. Ouais.
Beaucoup de Voilà, là, on voit le Oui. cheminement. Oui. On arrive au solaire. Voilà. Et comment mais ensuite, vous n'êtes pas dans le solaire aujourd'hui. Donc. mais toujours plus près du soleil finalement, aller jusqu'au cœur du soleil, enfin, on peut voir ça comme ça. Bon. Mais ça a été un échec, Thémis, hein, ça a été rapidement arrêté. Et à l'époque, donc au début des années 80, il y avait une suite à la décrue du prix du pétrole. Finalement, toutes les recherches qui étaient faites sur l'énergie renouvelable, dites renouvelable, on reviendra là-dessus, se sont plus ou moins arrêtées. Et donc j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler dans la fusion nucléaire. C'était aussi quelque chose qui me faisait beaucoup rêver. Donc vraiment au cœur du soleil, c'est de, entre guillemets, là aussi, reproduire ce qui se passe au cœur du soleil pour produire l'énergie. Et donc c'est à ce moment-là que je suis parti travailler à Fontenay-aux-Roses, donc à l'époque sur le projet Torsupra. Donc voilà, donc Torsupra. projet qu'on voit ici. Torsupra, oui. Ah, il a été conçu à... Il a été conçu à Fontenay-aux-Roses. Fontenay-aux-Roses, mais il y avait ce qu'on appelle un tokamak. Je pense Il y avait que vous déjà un avez tokamak expliqué de Fontenay-aux-Roses, oui, donc une machine de fusion qui s'appelait le TFR, je crois. TFR, tokamak de Fontenay-aux-Roses, oui, tout à fait. Et donc c'était la machine à l'époque, une des machines françaises qui existait. Et donc c'est comme ça que j'ai basculé de l'énergie solaire à l'énergie nucléaire, puisque la fusion est clairement énergie nucléaire. Mais pour moi, je veux dire, il n'y a pas, ça ne pose pas un problème. Je crois, je pense qu'il y a des énergies durables. Je ne pense pas qu'il y ait une énergie renouvelable, c'est un oxymore. Il y a des énergies durables, et je pense que le nucléaire est une partie de cette énergie durable. Alors ça veut dire que toute votre carrière professionnelle, à l'exception de la période de la thèse, a porté sur la fusion. Oui. On va peut-être en parler un peu plus tout à l'heure, Oui. mais on voit bien que cette histoire n'est pas terminée. Il y a un grand projet qui vient d'être lancé, un projet mondial qui s'appelle ITER, qui est un réacteur expérimental, c'est-à-dire on ne considère pas qu'il pourra produire de l'électricité. Cette fonction étant remise à la génération d'après. Tout à fait. Comment est-ce que vous vivez ces projets dont les durées de vie des étapes intermédiaires sont tellement longues qu'on peut y passer une carrière entière? Et comment est-ce que vous vivez l'idée que ce sur quoi vous travaillez n'aboutira pas, d'un point de vue industriel, si ça aboutit un jour, avant plusieurs générations? C'est quand même assez rare dans l'histoire qu'on se projette aussi loin dans le temps, avec une probabilité de réussir qui n'est pas totale. Il peut y avoir des échecs, il peut y avoir des problèmes économiques, il peut y avoir même une panne de libido pour la recherche scientifique qui fait que les prochaines générations ne voudront pas s'investir dans la continuation de ce projet. Comment est-ce qu'on vit ça à l'échelle d'une carrière? Moi, je pense à l'idée de planter un arbre. Je veux dire, quand on plante un arbre, c'est bien, on ne le verra pas grandir, on mourra peut-être avant, mais ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui le verront. Oui, mais il pousse tout seul. Il pousse tout seul, oui, c'est vrai. Et bien là, on plante les graines du désir. Moi, je pense que la recherche, c'est un désir. Tu parlais de libido. Enfin, pour moi, il y a ce désir de recherche. Je pense que je pense vraiment qu'on n'a pas à prédire le futur. Je crois que le futur, il n'est pas prédictible. Justement parce qu'on est nous-mêmes dans la recherche, on définit, on change le futur, puisque la découverte change le futur. Oui, mais il y a des parties du futur qui sont prévisibles. Tout le futur, en grande partie, va dépendre de nous. Mais il y a aussi dans le futur des choses qui sont déjà inscrites. Par exemple, la démographie, pour partie, la raréfaction des ressources disponibles, le réchauffement climatique. Pour ce qui est des grandes tendances, il est prévisible. Donc on a des marges de manœuvre qui ne sont pas totales, notamment sur des questions d'énergie. Tout à fait, mais c'est bien au cœur de ça que j'ai décidé de consacrer ma modeste carrière, parce que mon apport, je me considère plus comme le membre d'une équipe que comme quelqu'un qui apporte quelque chose par lui-même. Justement, on sent bien que cet avenir est contraint. Il est contraint par les problèmes démographiques. On gagne à peu près 1 milliard d'habitants à peu près tous les 15 ans actuellement. Donc on accueille 1 milliard d'habitants nouveaux sur la Terre, dans des pays qui sont souvent des pays avec très peu de ressources. Donc ils espèrent un avenir meilleur, donc il faut arriver à pouvoir leur fournir cet avenir meilleur. Il y a un aspect aussi d'épuisement des ressources énergétiques, je crois que c'est quelque chose qu'on connaît tous. Et puis le problématique aussi du fait que 85% des énergies qu'on utilise sont productrices de gaz à effet de serre, et donc il y a un impact très fort sur le climat. Et là, l'incertitude sur le climat est considérable, puisque c'est un système très complexe, et donc chaotique sans doute, et donc difficilement prévisible, avec des effets de seuil sans doute, et des passages à des régimes difficiles. Donc ce que je pense, c'est qu'il faut semer un maximum de futurs possibles. C'est-à-dire, devant l'incapacité finalement à prédire,
ce qu'il faut faire, c'est permettre un maximum de futurs pour les générations. Et en plus, ces futurs-là, ce n'est pas les prédire, c'est les dire à l'avance. Donc c'est empêcher ceux qui viendront après de dire quelque chose là-dessus. Or, le futur, par définition, c'est quelque chose qu'on ne possède pas profondément. Hein. On a toujours cette idée qu'on n'hérite pas de la terre, hein, mais on l'emprunte à nos enfants. Donc, mon idée, ma modeste contribution, ça serait de semer un futur possible. Et ce futur possible, il pourrait être refusé. Et je l'accepte absolument. Mais j'aurais très modestement contribué à créer un futur possible, un élément de futur possible. Et je crois que c'est important de garder cette souplesse et cette espèce de prolifération, disons, des possibles. On voit que vous avez un regard très large, vous avez des préoccupations d'ordre assez différents, l'environnement, l'écologie, le tiers-monde, la répartition des richesses, la crise énergétique. Et donc c'est cet ensemble de réflexions qui vous a mené à la recherche scientifique. Et c'est bien cela que vous devrez nous expliquer lors de notre prochaine émission. Nous nous retrouvons donc pour la suite de cette conversation avec Jean-Marc Canet, physicien au Commissariat à l'énergie atomique et spécialiste de la fusion nucléaire. À très bientôt.